Game of Thrones a tout dit, Billa, le vieux lion blessé qui rugit encore, refroidit les ambitions de Ngo. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et respirez profondément, parce que ce qui se joue en ce moment au palais d'Etoudi dépasse la simple politique. C'est un vrai drame shakespearien, un théâtre grandeur nature, où les acteurs sont des ministres, les intrigues des complots, et le metteur en scène un vieux monsieur de 92 ans qui, malgré son âge, reste le maître absolu des ficelles. Oui, vous avez bien entendu, Paul Billa, le vieux lion fatigué, vient encore de montrer que même affaibli, il sait comment rugir pour faire trembler toute la savane. Pendant que tout le monde croyait que Ferdinand Ngo, le super secrétaire général, avait déjà planté sa tente au cœur du pouvoir, croyant que la succession lui était acquise comme un héritage de famille, voilà que le vieux père lui envoie un vent glacial qui lui coupe le souffle. Un seul geste, une seule parole de Billa, et tout le château de cartes que Ngo bâtissait depuis des années vacille comme un poulailler en saison de pluie. Ce n'est pas une simple décision de palais, non. C'est une scène de Game of Thrones version camerounaise, où le roi, même sur son trône bancal, trouve toujours le moyen de rappeler à ses courtisans que tant qu'il respire, personne n'ose distribuer les rôles à sa place. Ngo croyait déjà être le successeur naturel, mais Billa vient de lui servir un plat froid, très froid, assaisonné au piment sec. Petit, calme-toi, ton tour n'est pas encore arrivé. Mes chers abonnés, vous sentez l'odeur? Ça sent le complot, la peur, la trahison et la méfiance. Le palais d'Etoudi est devenu un vrai ring de boxe invisible, où les coups les plus violents ne se donnent pas avec les poings mais avec les stylos, les signatures, et parfois même, les silences. Alors, ne partez pas, parce que ce reportage que vous allez suivre va vous plonger dans les profondeurs d'un système où chaque regard cache un piège, chaque sourire cache une menace, et où même les vieux rois refusent de céder la couronne sans livrer une dernière bataille. Avant qu'on rentre dans ce monde plein de secrets et de retournements, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Kame News et activer la cloche de notification. Ici, on ne vous sert pas la politique fade, non. On vous la sert bien épicée, pleine de piment, avec tout le sel et le encens qu'il faut. Restez connectés, mes frères, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, la toute-puissance de Ngo et les premiers craquements. À mes chers compatriotes, parlons franchement, au Cameroun, quand tu entends le nom de Ferdinand Ngo, tu sais déjà que ce n'est pas n'importe qui. Le monsieur-là est devenu au fil des ans le deuxième soleil d'Etoudi. Oui. Parce que même quand Paul Billa brille de loin, souvent c'est Ngo qui chauffe les ministres de près. Mais comme on dit chez nous, quand tu veux devenir l'arbre le plus grand de la forêt, attends-toi à ce que les haches viennent te visiter. Depuis qu'il a reçu la délégation de signature en 2019, Ngo n'a plus jamais marché normalement. Le monsieur se déplace avec l'assurance de quelqu'un qui peut te nommer préfet le matin et te démettre le soir, sans même demander ton avis. Dans les couloirs du palais, on dit qu'il était devenu le télécommande de Billa, quand il appuie sur le bouton, tout le monde bouge. Et certains disaient même qu'il avait plus de pouvoir que plusieurs ministres réunis, voire que le Premier ministre lui-même. Bref, le gars-là, c'était comme un Billa portable, toujours chargé à 100%. Mais voilà le problème, au Cameroun, trop de puissance attire trop de jalousie. Les ministres de la vieille garde, ces vétérans qui suivent Paul Billa depuis qu'il portait encore ses cheveux noirs, n'ont pas digéré qu'un diplomate venu de Mainta vienne les mettre au pas comme des élèves turbulents. Résultat, les premières fissures ont commencé à apparaître. Et puis, arrive la fameuse scène avec René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. À mes frères, si ce moment avait été filmé, ça ferait déjà des millions de vues sur YouTube. Imaginez la scène, René Sadi, fidèle compagnon de Billa, qui va sur RFI dire que la candidature de Paul Billa pour 2025, c'est encore du 50-50e. En langage simple, ça veut dire, on ne sait pas encore si le vieux va encore tenter un 8e mandat. Et puis, quelques jours plus tard, Sadi arrive au palais pour une audience. Malchance pour lui, c'est Ngo qui le reçoit. Et là, boum. Altercation. Le SGPR, vexé comme un coq qu'on a arraché une plume, s'emporte devant tout le monde. Et oui, comment Sadi peut-il se permettre de parler ainsi du président alors que lui, Ngo, se tue à maintenir l'image de l'homme comme éternel candidat? Mes chers téléspectateurs, ce jour-là, la colline d'Etoudi a tremblé. Parce que ce n'était pas une querelle de quartier, non. C'était une bataille symbolique entre deux visions du pouvoir, d'un côté, Sadi, représentant la vieille garde prudente, qui sait qu'avec Billa, il faut toujours parler au conditionnel. De l'autre,
Ngo, incarnation de la nouvelle puissance, qui veut montrer que tout ce qui ne glorifie pas le président est une trahison. Mais cet incident n'est pas passé inaperçu aux yeux du grand stratège lui-même, Paul Biya. Le président, depuis son fauteuil à étoudi, a sûrement souri comme un vieux sage en se disant « mon SG commence à avoir la grosse tête. Si je ne fais pas attention, il va finir par croire que c'est lui qui est président. » Et c'est là que Biya a commencé à ajuster son balancier. Parce que le vieux sait qu'il ne faut jamais laisser un collaborateur devenir plus grand que le costume qu'on lui a cousu. Et ce n'est pas seulement Sadi qui s'est froissé. D'autres ministres, silencieux mais furieux, ont commencé à se plaindre dans les coulisses. Certains disaient « on ne peut plus respirer, tout passe par Ngo. » D'autres murmuraient « même pour aller saluer le président, il faut d'abord saluer Ngo. » Bref, le palais s'était transformé en terrain de tensions invisibles. Mais mes frères, vous savez comment ça se passe au Cameroun, on ne s'attaque jamais directement à un éléphant. On commence d'abord à planter des épines dans son chemin. Et c'est exactement ce qui a commencé, des alliances se formaient dans l'ombre, des sourires hypocrites se multipliaient, et Biya, qui observait tout, a décidé de redonner de la place aux anciens barons. C'est comme ça qu'on a commencé à parler de réhabilitation de certains, du retour du RDPC au centre de la scène, et de la mise en avant d'ennemis notoires de Ngo comme Joseph Fouda. Tout ça parce qu'à étoudi, un seul éclat de voix entre deux ministres peut suffire à changer le cours du régime. Et l'incident avec Sadi a montré une chose claire, la toute-puissance de Ngo dérangeait déjà trop de monde. En vérité, la situation rappelle ce vieux proverbe, quand le coq chante trop fort dans la cour, parfois le propriétaire se demande s'il ne faut pas l'échanger contre un plus petit. Partie 2, les altercations de trop quand Ngo se prend pour le lion dans l'arène. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien parce que ce qui s'est passé dans les couloirs d'Étoudi ressemble à un film où l'acteur secondaire se croit déjà acteur principal. Imaginez un instant, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, celui qui signe à la place du chef de l'État, se met à hausser le ton contre René Sadi, le vieux ministre de la Communication, lui aussi compagnon de route du système Biya depuis des décennies. Une vraie altercation, la même dans le palais, comme deux coqs de village qui veulent savoir qui est le vrai maître de la basse-cour. Tout est parti d'une petite phrase. Oui, une seule phrase prononcée par René Sadi sur RFI, disant que la candidature de Biya pour 2025 était encore du 50-50e. Et mes frères. Un simple 50-50e a failli provoquer un 5% clash dans les entrailles d'Étoudi. Ngo n'a pas supporté. Lui qui se voyait déjà comme le garant des décisions du président, lui qui croyait que toute communication devait passer par son sceau, a vu ça comme une provocation. Et boum, il a foncé sur René Sadi comme si c'était un malheureux stagiaire. Mais attention, René Sadi n'est pas un enfant du quartier. C'est un vieux routier, un vrai soldat du RDPC, habitué aux intrigues et aux trahisons. Il n'a pas bronché, mais l'affaire est remontée jusqu'aux oreilles de Biya. Et c'est là que tout a basculé. Car voyez-vous, Biya n'aime pas qu'on se batte pour lui avant l'heure. Lui seul décide qui parle, qui se tait, qui monte, qui descend. Et quand il a vu que son secrétaire général commençait à écraser les orteils de ses vieux fidèles, il a compris le danger. Si on laisse ce Ngo là continuer, il va transformer la présidence en royaume personnel. Mes chers abonnés, c'est ici que vous devez comprendre une chose, à étoudi, chaque mot compte, chaque silence est calculé. Le vieux lion, même quand il ferme les yeux, il écoute tout. Et ce jour-là, Biya a compris qu'il ne fallait pas laisser un seul homme prendre toute la lumière, sinon les autres ministres, ses fidèles de la première heure, allaient se révolter. Vous savez, dans un régime comme celui-là, la loyauté n'est pas seulement une affaire d'amitié. Non, c'est une monnaie d'échange. Ceux qui ont porté Biya depuis 40 ans veulent aussi leur part de respect. Quand ils voient Ngo les humilier, ils se sentent trahis. Et c'est ça qui a poussé le vieux père à refroidir un peu son secrétaire général. Pas le limoger, non. Car Biya est malin. Il sait que Ngo est utile, qu'il est même devenu incontournable avec sa délégation de signature. Mais il fallait le ramener à sa place. Comme un enfant trop bruyant à qui on dit « Petit, va t'asseoir, le repas n'a pas encore commencé ». Vous voyez la sagesse? Biya a utilisé cette altercation comme une sonnette d'alarme. Devant tout le monde, il a continué à montrer qu'il s'appuyait sur Ngo, qu'il le laissait accueillir les délégations, serrer les mains, sourire aux notables. Mais dans l'ombre, il commençait déjà à rééquilibrer les forces,
à redonner un peu de place à ses anciens fidèles, juste pour que personne n'ait l'impression qu'un seul homme contrôle et tout dit. C'est là où le satirique prend toute sa saveur. Ngo voulait se montrer comme le nouveau chef, mais il a oublié qu'à Etoudi, partie 3, même quand Biya est silencieux, des origines et des réseaux familiaux qui a le dernier mot. À mes frères et sœurs, l'incident avec René Sadi a été le signal que le vieux lion n'est pas ce n'est pas seulement une affaire de diplôme, la loi de compétence ou même de loyauté. Alors mes chers abonnés, dites-moi dans les commentaires, souvent, selon si tu veux savoir ce que Ngo a dépassé les limites en s'attaquant à René Sadi, qui est l'oncle de qui, est-ce que c'était juste qui a mangé son combat avec qui au village. Parce qu'ici, le débat est ouvert. Le sang parle plus fort que les CV. Et c'est exactement le cas de Ferdinand Ngo. Ce monsieur n'est pas seulement un haut fonctionnaire sorti des rangs diplomatiques. Non, il est surtout originaire de Minta, en Haute-Sanaga, et c'est là que le film commence à devenir intéressant. Parce que figurez-vous, Minta n'est pas un petit village perdu comme ça. C'est un carrefour stratégique dans la cartographie familiale du régime Biya. D'abord, vous devez savoir que la première dame, Chantal Biya, est née à Dimako, dans l'Est, mais ses racines maternelles viennent de Nanga Eboko, qui se trouve, à 2 pas de Minta, le village natal de Ngo. Résultat, le secrétaire général n'est pas seulement un haut commis de l'État, il est aussi un cousin de la famille présidentielle. Et au Cameroun, cousinage ça veut tout dire. Ça ouvre les portes qu'aucun décret ne peut ouvrir, ça ferme les bouches que même la peur ne peut pas fermer, et ça garantit une immunité que même les gendarmes ne peuvent pas contester. Ce cousinage lui a donné une puissance qu'aucun ministre de la République n'ose contester publiquement. Vous imaginez un ministre venir affronter Ngo alors qu'il sait que derrière lui, il y a Chantal Biya? C'est comme vouloir jouer au football dans une cour où le ballon appartient au fils du propriétaire, tu joues, mais si tu tires trop fort, on ramasse le ballon et le match est fini. Mais ce n'est pas tout. Ferdinand Ngo est aussi proche des enfants du couple présidentiel, notamment Paul Junior et Brenda. Vous savez, ces jeunes-là ne sont pas seulement des enfants de président. Ils sont des héritiers symboliques du système. Être leur confident, leur tonton cool, c'est déjà avoir un pied dans l'avenir. Et ça, les autres barons le savent. Voilà pourquoi certains grincent les dents en silence. Comment un simple diplomate devenu SG peut-il s'asseoir à la même table que nous, vieux compagnons de 40 ans de pouvoir? Eh bien, la réponse est simple, lui, il a les bonnes attaches. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi l'effet Colin d'Etoudi. Quand tu vis et travailles au palais présidentiel, entouré de la première dame, des enfants, des cousins, des conseillers, bref, de toute la famille présidentielle, tu ne sors plus de là les mains vides. Tu gagnes des confidences, des alliances, des secrets, et surtout une autorité que personne n'ose défier en public. C'est comme si le palais lui avait donné une onction invisible, une sorte de manteau sacré que même les évêques du pays ne peuvent pas lui enlever. Mais attention, mes chers téléspectateurs, cette proximité est une arme à double tranchant. Oui, elle protège Ngo, mais elle l'expose aussi. Parce qu'au Cameroun, quand on dit que tu es l'homme de la première dame, ou que tu es trop proche des enfants du président, ça peut te faire passer, aux yeux des autres barons, comme quelqu'un qui veut préparer son propre trône. Et ça, c'est dangereux. Vous savez, dans un régime où chacun se méfie de chacun, être trop proche de la famille présidentielle, c'est comme porter un parfum trop fort, ça attire l'attention, mais aussi les moustiques. D'ailleurs, beaucoup de ministres de la vieille garde voient en Ngo une sorte de raccourci politique qu'ils n'ont jamais eu. Eux, ils ont souffert aux côtés de Biya depuis les années 80, ils ont fait la pluie et le beau temps dans les ministères, ils ont patienté pendant des décennies. Et voilà qu'un diplomate, venu de Minta, grâce à ses cousins et à ses liens familiaux, se retrouve plus puissant qu'eux. Imaginez un peu la jalousie. C'est comme si, dans un Ndjansan, celui qui vient d'entrer rafle déjà le gros lot, pendant que ceux qui cotisent depuis 30 ans n'ont encore rien gagné. Mais au fond, cette force familiale est ce qui fait que Ngo tient toujours debout. Car même quand Biya lui-même commence à ajuster les équilibres pour calmer les tensions, il sait que toucher Ngo de manière brutale, c'est toucher aussi à un PAN de la famille présidentielle. Et ça, c'est un terrain glissant, même pour le Sphinx d'Etoudi. Alors mes chers téléspectateurs, vous comprenez pourquoi Ngo, malgré les inimitiés, malgré les coups bas, reste toujours là, assis au centre du jeu. Il n'a peut-être pas de base électorale, il n'a pas de parti politique, mais il a quelque chose de beaucoup plus puissant au Cameroun, la famille. Et comme on dit chez nous, quand tu manges avec la famille, même si la nourriture est chaude, tu souffles seulement, tu ne jettes pas l'assiette.
Partie 4, l'homme, son parcours et ses failles. À mes chers compatriotes, parlons maintenant de Ferdinand Ngo lui-même, l'homme qui fait trembler les ministres, qui fait transpirer les directeurs généraux, et qui fait parfois même changer la couleur du teint des barons du régime quand il décroche son téléphone. Mais comme on dit chez nous, même le piment le plus fort a toujours un côté doux. Ce monsieur n'a pas atterri à Etoudi par hasard. Son parcours est comme un roman camerounais, plein de chapitres qu'on lit à la fois avec fascination et suspicion. Après un passage rapide au cabinet civil à la fin des années 90, il s'envole pour New York où il devient premier conseiller à la mission permanente du Cameroun à l'ONU. Déjà là-bas, on raconte qu'il aimait marcher dans les couloirs avec un air de général, lunettes sombres sur le nez, comme si même les diplomates chinois devaient lui demander la permission avant de parler. En 2010, il revient au pays et se retrouve bombardé secrétaire général au Marex. Ça c'est ce qu'on appelle un coup de piston cosmique. À peine 2 ans plus tard, en décembre 2011, Paul Biya le propulse directement au poste de secrétaire général de la présidence. C'est comme si quelqu'un sortait directement du taxi de Mokolo pour aller s'asseoir dans une Mercedes blindée avec chauffeur et gyrophare. Et depuis ce jour-là, il ne quitte plus la colline d'Etoudi. Mais le tournant décisif, c'est en 2019, quand le président lui donne la délégation de signature. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'on appelle la clé de l'univers politique camerounais. Parce qu'au Cameroun, un décret présidentiel, c'est comme la pluie, quand ça tombe, tout le monde se mouille. Et Ngo, avec sa délégation de signature, a commencé à faire pleuvoir les décrets à gauche, à droite, parfois même en saison sèche. On dit qu'il a nommé, déplacé, promu, retiré, tellement que certains ministres se levaient le matin et allaient vérifier dans le journal officiel s'ils étaient encore ministres ou pas. Mais attention, derrière cette façade d'homme puissant, il y a aussi des failles, et c'est là où ça devient croustillant. Déjà en 2018, son domicile a été attaqué par 2 malfrats. Les gars sont arrivés nuitamment, pensant peut-être trouver les secrets d'État cachés dans la cuisine ou le coffre-fort rempli de décrets sous le lit. Malheureusement pour eux, ils ont été neutralisés avant même de comprendre qu'au Cameroun, même la maison d'un SGPR est plus sécurisée qu'une banque suisse. Mais cet épisode a montré que même les lions ont des failles dans leurs griffes. Ensuite, il y a son rapport compliqué avec les autres barons. Ngo, ce n'est pas un homme qui partage le pouvoir facilement. Quand il a la délégation de signature, il en use et en abuse. On raconte que certains ministres se plaignent en coulisses, disant que même pour acheter un stylo, il faut l'aval de Ngo. C'est comme si le Cameroun tout entier s'était transformé en grand marché, et lui seul avait la clé du cadenas. Résultat, des inimitiés profondes, des regards tordus dans les couloirs du palais, et des sourires hypocrites à chaque cérémonie officielle. Et puis, il y a cette autre faiblesse, les réseaux économiques. Parce qu'à Etoudi, la politique et les affaires marchent souvent main dans la main comme 2 jumeaux siamois. Ngo a puisé sa puissance dans ses cercles d'influence. Mais à force de tirer sur les ficelles, certains le soupçonnent de tisser une toile d'araignée qui pourrait un jour l'étouffer lui-même. Car vous savez, au Cameroun, quand un haut commis de l'État devient trop riche, trop visible et trop influent, ça finit souvent dans les colonnes des journaux avec des histoires de trafic d'influence, affaires de marché public, ou encore enrichissement suspect. Autre faille, et pas des moindres, sa trop grande proximité avec la famille présidentielle. Oui, au début, c'était sa force, mais aujourd'hui, ça commence à déranger. Être le cousin de la première dame, proche de Paul Junior et Brenda, ça vous protège certes, mais ça attire aussi les jalousies comme les abeilles sur le miel. Plusieurs barons du système murmurent déjà, est-ce que ce monsieur ne va pas finir par devenir le vrai président de fait? Et ce genre de murmure, dans une jungle politique comme le Cameroun, peut vite se transformer en rugissement collectif. En vérité, Ngo est comme un colosse aux pieds d'argile. Il domine parce qu'il a la signature, il règne parce qu'il a la confiance de Biya, mais en coulisses, chaque jour, des ennemis aiguisent leurs couteaux politiques. Aujourd'hui c'est René Sadi qui s'est clashé avec lui, demain ce sera un autre. Et à force de multiplier les batailles, on finit toujours par tomber sur un adversaire qui frappe plus fort que prévu. Alors mes chers téléspectateurs, posons-nous la vraie question, est-ce que Ngo est encore en train de construire son empire, ou bien est-ce que Biya a déjà commencé à creuser les fondations de sa chute, tout doucement, à la manière d'un vieux serpent qui attend le moment parfait pour avaler sa proie? Conclusion. Alors chers téléspectateurs, le feuilleton de Ferdinand Ngo est loin d'être terminé. Va-t-il réussir à garder son trône invisible à Etoudi malgré les pièges semés par les autres barons du régime? Ou bien,
Paul Biya finira-t-il par lui couper les ailes pour maintenir l'équilibre fragile de son pouvoir? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ngo est-il encore l'homme le plus puissant après Paul Biya, ou est-il désormais un colosse aux pieds d'argile? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, et surtout de vous abonner à Kamé News, la seule chaîne qui vous raconte la politique camerounaise sans filtre, sans phare et avec le vrai piment du pays.